Je n'aurais pas voulu m'adresser à vous autrement que dans la sympathie et la sincérité qu'il y a à vous dire. D'abord, le plaisir à vous avoir ici ce soir, dans une maison qui a vocation à être la vôtre. Et puis, pour vous féliciter avec ce prix que vous inaugurez, puisque non seulement j'ai le plaisir de vous recevoir en tant que lauréat du prix des lecteurs, mais comme surtout premier lauréat du premier prix des lecteurs du service historique. Et sur les presque 800 lecteurs qui ont voté, sachez que vous avez largement dépassé les 50% et plus du double de votre candidat le plus direct. Et donc, je crois que pour un auteur, s'il y a une récompense qui est bien attendue, c'est celle de son public. Et sachez que le vôtre de public a su vous trouver, y compris dans les rayons de la bibliothèque du service historique de la Défense. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour un ouvrage dont la lisibilité et la pédagogie, à mon sens, justifient beaucoup l'intérêt que le public et le plaisir que le public a pu y trouver. Donc je dois aussi vous remercier de ce plaisir que les lecteurs ont pu avoir grâce à vous. On retrouve aussi le pédagogue derrière l'homme de lettres, parce que c'est aussi un ouvrage malgré tout enlevé, avec un style où on vous reconnaît bien. Et là encore, vos lecteurs habituels auront le plaisir à retrouver votre style, votre pertinence, votre côté à aller toujours chercher plus profond, plus en détail, plus précis. Et là encore, pour un service comme le service historique, qui a aussi ses exigences de rigueur, de dimension scientifique, en même temps que de grand public, je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleur premier lauréat que vous-même. Et donc, voilà, je tenais à vous remercier, à vous féliciter et à vous dire que c'est avec le plus grand plaisir qu'on sera là ce soir pour vous écouter. Bien, bonsoir à tous. Je vais dire quelques mots, effectivement. Je vais vous raconter comment j'en suis venu à écrire cet ouvrage. Et puis, voilà, et puis je ne peux pas m'empêcher de faire déjà quelques leçons en même temps, quelques enseignements qu'on a éventuellement on peut y trouver dans sa partie conclusive. Alors, pour commencer, moi j'ai mis les pieds pour la première fois dans mon premier régiment, qui s'appelait le premier régiment de tirailleurs, enfin qui s'appelle actuellement le premier régiment de tirailleurs, en septembre 1983. Et à cette époque, il y avait à l'université de Chicago, elle y est toujours d'ailleurs, une horloge qu'on appelait l'horloge du destin ou l'horloge de l'Apocalypse, et dont le principe était simple: si on arrive à minuit, c'est l'Apocalypse. Et à cette époque, l'Apocalypse, c'était la guerre nucléaire généralisée. Et lorsque je suis rentré, je me suis engagé, je me suis rentré comme jeune sous-officier, cette horloge était à minuit moins 4. Nous étions à l'époque dans ce qu'on appelait la petite guerre froide. Il y avait toute une littérature sur l'invasion de la République fédérale allemande par l'armée soviétique, et Tom Clancy et autres. Et à l'époque, nous pensions que c'était des scénarios à peu près valables de l'avenir. Et donc, je passais mes journées de sous-officier à apprendre à combattre les chars soviétiques, apprendre comment ils étaient organisés. Donc, je connais toujours par cœur la manière dont un bataillon de chars soviétiques est organisé et quels sont ses équipements. Nous étions à l'époque, effectivement, encore fondés sur des hypothèses de travail qui datait de début des années 60. C'est-à-dire qu'une armée, c'est une organisation particulière
C'est une organisation particulière par rapport à d'autres organisations, des entreprises, des administrations, c'est qu'elle fonctionne déjà en discontinu. Et le temps de paix, puis le temps de guerre. Donc il faut se préparer à quelque chose qui va venir et quelque chose qui est généralement très important aussi. Donc les enjeux sont très importants, on joue avec la vie des gens, avec la vie des nations parfois. Et donc voilà, il faut se préparer à quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience. Et on fonde aussi toute notre organisation, qui est une organisation lourde, sur des hypothèses. Et au début des années 60, nos hypothèses d'emploi des forces, elles sont simples. C'est l'affrontement avec l'Union soviétique. C'est donc cet affrontement qu'on va s'efforcer de dissuader, parce que si ça arrive, ce sera effectivement pour le coup apocalyptique. Et donc d'où l'intérêt, il y a une sorte d'inversion des logiques militaires, d'essayer de dissuader notre ennemi potentiel de se lancer dans cette aventure. Et en même temps, il y a une deuxième hypothèse d'emploi qui est celle des opérations à l'extérieur, avec un autre modèle de force. Donc on crée deux forces, une force nucléaire, une force conventionnelle pour la première hypothèse, et une force d'intervention avec que des troupes professionnelles pour la deuxième hypothèse, et essentiellement faire des petites interventions en Afrique. C'est comme ça qu'on conçoit les choses. Et donc fondamentalement, on a ces deux hypothèses. Bon, et on part sur le long cours, voilà, sur ces deux hypothèses. Et je me retrouve 20 ans plus tard, effectivement, dans une de ces hypothèses de travail, et tandis que je regarde aussi ce qui se passe de côté de l'autre, où je vois plein de régiments d'infanterie de marine, de légions étrangères, qui font des interventions en Afrique, et je les envie, évidemment. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle partie, c'est qu'on se retrouve face à des anomalies. Dès 1969, on se retrouve face à un gros problème au Tchad. On a une grosse organisation armée, le Front de Libération Nationale, qui mène une guérilla. Et là, on se dit, ben voilà, on ne rentre plus dans les hypothèses. On ne peut plus faire une intervention ponctuelle de quelques jours en envoyant un régiment de marsouins ou de parachutistes. Là, il faut mener une guerre de contre-insurrection longue pendant des années. Et donc, c'est une anomalie dans le système qu'on n'avait pas prévu 5 ans, 6 ans seulement après l'établissement de notre réflexion, quoi. Et donc, ce qui est intéressant déjà, c'est que pourquoi on ne l'a pas prévu ? Parce qu'on l'a refoulé, en fait. Beaucoup de nos décisions stratégiques, et que ce soit de la stratégie organique, c'est-à-dire la création de nos moyens, de nos forces, de l'organisation de nos forces, ou de la stratégie opérationnelle, c'est celle qui consiste à les employer, ne sont pas forcément fondées, et ça c'est une première enseignement que j'ai pu tirer de toutes mes observations, ne sont pas forcément fondées sur des analyses rationnelles. Elles sont aussi fondées sur des choses qui sont très émotionnelles. Et là, typiquement, on n'a pas prévu la guerre de contre-insurrection contre le Front de Libération Nationale parce qu'on ne voulait pas le faire. Après la guerre d'Algérie, on ne voulait pas faire ça. Donc on l'a refoulé. Et, manque de chance, il y a les faits qui s'imposent et on a été obligé de le faire et on l'a fait. Donc on se retrouve dans une situation où on s'est adapté, on a adapté le modèle à la marge, en périphérie, concrètement en engageant un peu plus de soldats professionnels pour faire le job. Et puis on a réussi. C'est d'ailleurs à cet égard un des rares exemples d'opérations de contre-insurrection réussies. Pour le reste, c'était conforme à ce qui était prévu. On a fait plein de petites interventions qui étaient réussies. Et deuxième anomalie qui intervient dans les années 80, au moment même où moi je rentre dans l'institution, je m'engage en septembre 83, et en octobre 83, il y a une attaque à Beyrouth qui tue un certain nombre de mes camarades, et qui est en réalité la plus importante d'une série d'attaques. Et là, je m'aperçois que on est aussi confronté à quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire ce que moi j'appelle maintenant la confrontation. On est face à un État, l'Iran, et en particulier et la Syrie également, dans une situation où on ne fait pas de la guerre ouverte, mais on s'affronte quand même. Et donc, on se confronte. Cette guerre, qu'on a commencé pour les mauvaises raisons contre l'Iran,
on se retrouve dépourvu parce que l'Iran nous attaque de manière clandestine. Ils nous attaquent au Liban. Ils nous attaquent, donc mes camarades qui étaient à Beyrouth à ce moment-là. Ils nous attaquent... Enfin, ils font des enlèvements de journalistes, etc. Et puis, ils nous attaquent sur le territoire français, c'est-à-dire qu'ils organisent des attentats à Paris à ce moment-là, en 1986. Au passage, moi, je constate que la totale paralysie, en réalité, de notre modèle, qui n'a pas prévu ça, et de notre système politique aussi stratégique, qui n'a pas prévu ce type d'attaque et qui est très mal armé pour y faire face. Très concrètement, une des décisions qui avait été prise en 1986, c'était d'envoyer l'armée aux frontières. Et ça aussi, derrière tout ça, il y a le fonctionnement de nos institutions, c'est-à-dire qu'on se retrouvait en situation de cohabitation avec deux têtes de l'exécutif opposées et rivales pour l'élection présidentielle suivante, et chacune qui montrait quelque chose sans que c'est en réalité d'effet sur l'ennemi. Le président Mitterrand envoyait la flotte dans le golfe arabo-persique pour faire des ronds, mais surtout en gesticulation, mais on n'a jamais ouvert le feu. Et puis le Premier ministre a envoyé l'armée aux frontières. Donc moi, je me suis retrouvé, jeune sous-officier, à ce moment-là, avec mes soldats du régiment d'Épinal, avec des policiers et des douaniers à la frontière du Luxembourg, en train de surveiller la frontière du Luxembourg et de protéger notre patrie des terroristes luxembourgeois. Mission réussie, puisqu'il n'a jamais eu d'attentat luxembourgeois en France. Mais qui montre bien, je commençais à percevoir quand même la manière dont on faisait des choix stratégiques, on faisait des choix de modèles, de force, parfois cohérents, parfois non, ou plutôt qu'il y avait une certaine cohérence. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, l'action stratégique en France, d'abord, elle était très facile. Il suffit que le président de la République décide d'engager la force armée, donc c'est une particularité, et qu'elle touche aussi toujours plusieurs publics. Dans mon petit esprit, au début, je pensais que l'action militaire, c'était surtout destiné à faire face à des ennemis, mais en réalité, non, l'ennemi n'est qu'un public parmi d'autres. On engage la force armée aussi pour satisfaire des obligations internationales, plaire à des alliés, à des grands alliés, mais c'est peut-être aussi pour des visées plus internes. Le public visé, c'est peut-être l'opinion publique qu'il faut rassurer. Et donc là, typiquement, je me retrouvais dans une opération de type anxiolytique où il s'agissait de montrer à la population que l'on faisait quelque chose et que l'on agissait. Et quoi de plus démonstratif que d'engager des soldats. Et donc déjà, voilà, je commençais à comprendre un petit peu cette logique, ou ces logiques un peu compliquées d'emploi des forces, mais dans un cadre qui était assez défini, c'est-à-dire au sens où les relations internationales étaient connues et à peu près prévisibles. Et donc, on se retrouvait dans un univers qu'en mathématiques on appelle knightien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel sera le résultat du lancer de dés, mais on connaît tous les résultats possibles. On est dans un cadre à peu près connu. Bon. Et j'ai quitté finalement ce régiment en 1988 donc j'ai réussi le concours de l'école militaire interarmes, et je suis parti à Couët-Quidan pour 2 ans, plus 1 an de formation en école d'infanterie, et je suis revenu en régiment en 1991. Et là, autre découverte, je me suis senti un petit peu comme ces cosmonautes qui étaient partis soviétiques et qui sont revenus russes, qui sont revenus avec le drapeau de l'URSS dans un pays qui n'existait plus. Et donc moi j'arrive, après être parti dans une ambiance de guerre froide, en 1988, persuadé qu'un jour ou l'autre, on allait finalement s'affronter sur le sol allemand avec les soviétiques. Et puis je reviens dans un régiment où là je vois arriver d'ailleurs des équipements, nouveaux équipements militaires, des lance-missiles, notamment anti-chars, qui vont nous permettre de faire face aux chars soviétiques. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus de chars soviétiques. Et là, je découvre aussi un autre modèle qu'on trouve en sociologie, qu'on appelle le modèle de la corbeille à papier,
James Marsh, qui montre qu'en réalité, il y a des problèmes. Il y a ceux qui voient les problèmes, mais ils n'ont pas forcément les solutions, ceux qui éventuellement les solutions, ceux qui décident, qui ne sont pas forcément ceux qui voient les problèmes et ceux qui ont les solutions. Et tout ça, finalement, ça se rencontre un peu par hasard, comme des boulettes de papier qu'on jette dans une corbeille à papier. Et donc, parfois, les solutions arrivent alors que le problème a disparu. Et c'est souvent le cas dans le monde militaire, notamment en matière d'équipement, où on a des processus qui sont très longs de définition des équipements, des engins qu'on va garder pendant 40 ans par la suite, et qui, d'un seul coup, vont faire face à plusieurs périodes stratégiques différentes. L'avion Rafale, il a volé pour la première fois en 1988 et il était prévu pour affronter des avions, encore une fois, j'y reviens, soviétiques en Allemagne. Pas du tout pour aller au Sahel ou en Afghanistan envoyer des bombes sur des gens en Toyota ou en mobilette. Mais ce que je découvrais surtout, c'est que c'est cette notion de rupture. C'est-à-dire que... il y a une phrase je vais citer Claude Nougaro, avec ma belle amie, quand nous dansons ensemble, est-ce que nous dansons ou est-ce que c'est la terre qui tremble? Là, je m'apercevais que ce que je croyais être simplement de la danse, un univers connu où on se débrouille plus ou moins bien, là, c'est la terre qui tremble d'un seul coup. De temps en temps, il y a la terre qui tremble et tout change. Tout change complètement. Et je m'apercevais aussi d'ailleurs qu'on avait beaucoup de mal à anticiper ces grands changements, ces grandes ruptures. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas d'éléments. C'est ce qu'on appelle des signes noirs. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout prévu. Et à partir du moment où ce n'est pas visible, on ne peut pas le définir. On a forcément beaucoup de mal à s'y préparer. Et rétrospectivement, quand je regardais un petit peu dans le passé, je m'apercevais qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de ruptures dans le contexte international. Le modèle gaulien sur lequel, que j'évoquais tout à l'heure, fondé au début des années 60, lui-même s'est fondé sur des ruptures, la fin de l'empire colonial, et des ruptures techniques aussi, l'apparition de la fin des années 50 des missiles intercontinentaux avec des têtes thermonucléaires. Donc d'un seul coup, on se retrouve une situation où la France peut être entièrement détruite en quelques minutes. Imaginez cette situation pour quelqu'un comme De Gaulle, qui est né à la fin du 19e siècle, qui a fait la Première Guerre mondiale et qui se retrouve en fin de carrière avec devoir faire face à des missiles thermonucléaires intercontinentaux. Donc il y a des choses de temps en temps. En réalité, quand on regarde près, en remontant dans le temps, c'est tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans grand maximum, il y a des ruptures. Et là, on était typiquement dans cette rupture. Et là, rupture, il faut redéfinir des nouvelles missions, des nouvelles hypothèses d'emploi. Et là, on se retrouvait dans une situation qu'on a baptisée le nouvel ordre mondial. Et donc, qui dit ordre, dit maintien de l'ordre. Et donc, très rapidement, les hypothèses d'emploi des forces du monde dominant, militairement dominant, c'est-à-dire États-Unis et les alliés, dont nous, c'était avec une grande liberté d'action diplomatique, militaire. D'un seul coup, le Conseil de sécurité qui était bloqué n'est plus bloqué, donc on peut prendre beaucoup d'initiatives, on peut faire beaucoup de choses. Et donc à partir de là, on a eu un peu de mal à s'adapter, mais on a très vite défini que les hypothèses d'emploi, ce serait de la police internationale, de deux manières. Soit on frapperait, on ferait la guerre en coalition dominée par les Américains face à des États qu'on baptisait à l'époque voyous. La section que je commandais au 21e régiment d'infanterie de marine, à ce moment-là, revenait juste d'Irak, juste de l'affrontement contre l'armée irakienne. Et puis, voilà, ces États voyous, on va les rencontrer tous les 4 ans en moyenne. Donc, tous les 4 ans, on va faire la guerre à la République bosno-serbe, à la Serbie. On a sauté la case Irak en 2003, heureusement. Mais on s'est retrouvé à accompagner les Américains contre l'État taliban en 2001. Et puis, le dernier cas, c'était la Libye en 2011. Donc, premier cas de figure, on fait la guerre, on fait de la police internationale contre des gens, des États, ou des proto-États qui contreviennent au droit international.
ou qui, au nom du droit d'ingérence qui se développe à ce moment-là, qui contreviennent ou qui au droit humanitaire. Bon. Et tout le reste du temps, on va faire de la gestion de crise. Et donc, on va jouer les pompiers. Alors, les pompiers à une échelle désormais internationale, des endroits qu'on n'avait pas du tout imaginés quelque temps auparavant. Et on va faire les pompiers, on va essayer d'éteindre les incendies qui s'allument dans le cadre de la mondialisation, un peu partout, avec l'idée générale que ce sont les derniers feux, d'une certaine façon, des mondes anciens, et qu'on va vers une grande pacification, une grande unification du monde sous l'égide libérale et démocratique, et que, à terme, tout ça finira par s'éteindre, sans comprendre que cette même mondialisation allumait aussi des foyers d'incendie, et qu'on se retrouvait dans une situation de plus en plus, en réalité, de plus en plus critique. Et donc, pendant des années, j'ai fait, avec mes soldats, j'ai été envoyé sur 4 continents, au sein de 3 régiments différents. Je suis parti pour dissuader, pour protéger, pour aider, de temps en temps combattre ponctuellement. J'ai été soldat de la paix, je faisais partie des 10 000 soldats français qui portaient un casque bleu en même temps en 1993. Je me suis interposé, et donc voilà, j'ai fait tout un tas de choses que l'on a regroupé après sous le terme de stabilisation, notre terme moderne pour un peu pacification d'une certaine façon, mais surtout en évitant autant que possible de faire la guerre. J'ai quitté cette situation en 2001, j'ai quitté le dernier régiment, le 2e régiment d'infanterie de marine, à l'été 2001, j'ai réussi le concours de l'école de guerre, donc je suis parti dans notre cycle de formation. Et quelques semaines plus tard, à nouveau, rupture, les attentats du 11 septembre 2001, donc un grand choc international. Au passage, je commençais à me demander s'il n'y avait pas un lien entre mes réussites au concours et la transformation du monde. Donc par prudence, je n'en ai plus passé par la suite. Mais voilà, je repars en scolarité, et quand j'en ressors, où là je m'engage dans toute autre voie, je m'aperçois qu'effectivement le monde a aussi complètement changé. Quelques semaines après les attentats du 11 septembre, certains de mes camarades partaient pour l'Afghanistan. Situation, quelque chose qui était complètement inconcevable, quelques semaines plus tôt, quoi. N'imaginez pas une seule seconde qu'un jour on irait mettre les pieds en Afghanistan. Mais là, voilà, on se retrouve et on met le doigt, on engage un processus timide initialement, puis après de plus en plus important, vers la guerre, à partir de 2008, où on s'engage véritablement dans la guerre, de plus en plus assumée, contre des organisations armées, non étatiques. Au passage, pendant toute ma carrière, pendant mes 35 ans de vie militaire, tous les soldats que j'ai connus français qui sont tombés au combat sont tombés contre des organisations armées. Il n'y en a pas un seul qui a été tué par une balle ou un obus d'un État quelconque. La norme, c'est ça. C'est, même si dans l'imaginaire, la guerre, ça renvoie aux guerres mondiales, ça renvoie à la lutte contre les États. En réalité, la normalité, la guerre, c'est contre des organisations armées. Ce sont des sigles, le plus souvent, que l'on affronte. Et donc là, oui, on est entré en guerre, particulièrement à partir de 2008, lorsqu'on s'engageait en Kapisa, dans les provinces afghanes de Kapisa et de Surobi. Là, on rentrait complètement dans la guerre, et on y est toujours. On est toujours en guerre contre ces organisations djihadistes, alors qu'on voit venir déjà d'autres défis, le retour d'un certain nombre de puissances, avec des politiques de puissance, tout simplement, qui interagissent et avec laquelle il faut à nouveau se confronter. Des choses qu'on avait un peu mis de côté. Alors, heureusement, on a conservé notre force de frappe nucléaire, mais on n'en parlait plus beaucoup
Maintenant, la notion de nucléaire commence à apparaître, puisque ces puissances sont des puissances nucléaires également. Et on rentre dans quelque chose qui ressemble à, par de nombreux aspects, à une guerre froide avec plusieurs pôles de puissance. Et donc, ce qui tend à montrer qu'on va peut-être rentrer à nouveau dans un autre âge, dans une autre période stratégique pour laquelle on n'était pas vraiment préparé. Et donc, après avoir quitté le régiment, je rentre dans un nouveau cycle de formation. Donc là, je me consacre à la recherche et à l'analyse sur 6 mutations successives, ce qui doit être un record pour un officier français à Paris, mais qui m'a laissé le temps de travailler en profondeur, le temps qui est une denrée extrêmement rare pour les officiers. Et donc, mais ça m'a permis de travailler en profondeur sur cette notion qui m'avait frappé. Voilà, ça m'avait frappé, à chaque fois, on se retrouvait dans des contextes où les armées sont obligées de changer, où dans un de mes postes, je me retrouvais à l'état-major des armées, comme conseiller du chef d'état-major des armées. Et moi, ce que je constatais, c'est que on avait plusieurs étages d'expérience, plusieurs histoires à l'intérieur du corps même des officiers. On avait encore des gens, le chef d'état-major des armées de l'époque en premier, qui étaient des officiers de la guerre froide, qui n'avaient pratiquement pas qui n'étaient pratiquement pas sortis du territoire français métropolitain, qui s'étaient préparés comme moi à mes débuts à affronter l'Union soviétique et qui n'en étaient pas sortis. En dessous, il y avait un autre étage d'officiers dont je faisais partie, qui étaient des officiers qui avaient, j'allais dire les officiers casque bleu, mais qui avaient fait aussi plein de choses. Et puis derrière, poussait une nouvelle génération plus jeune qui, elle, faisait la guerre contre en Afghanistan, au Mali, etc., et qui poussait. Et donc, toute cette structure, à plusieurs étages, comme une ville à plusieurs architectures qui s'accumulent, là, on se trouve dans la même situation. Mais ça veut dire concrètement que si vous êtes s'il y a des changements tous les 10 ans, 15 ans, au cours d'une même carrière militaire, vous allez être obligé de vous remettre en cause. Quand je me suis engagé donc dans cette voie d'analyse, j'avais été très frappé par tous ces changements, et donc j'avais décidé de m'y intéresser plus particulièrement, et d'étudier en réalité la transformation des êtres et des organisations militaires, jusqu'à l'échelon le plus bas. Entrer dans une zone de combat, c'est une transformation pour les individus. On se transforme en des êtres différents. Et pour les organisations elles-mêmes qui se retrouvent face militaires, les armées qui se retrouvent elles-mêmes confrontées, comme je le disais tout à l'heure, de manière un peu discontinue, ou de manière un peu différente maintenant, dans la mesure où on fonctionne en continu, d'une certaine façon, mais sur des endroits différents. C'est-à-dire qu'on est devenu des soldats nomades, où on saute d'une opération à l'autre, d'un continent à l'autre très vite, mais de manière continue. Donc c'est un autre mode de fonctionnement, avec des perceptions donc sur l'emploi de la force, des hypothèses qui sont devenues maintenant de lutter contre des organisations armées, en particulier au Sahel. On pourra en parler, d'ailleurs, la manière dont on a évolué éventuellement, s'est transformé au Sahel. Et la deuxième hypothèse, c'est ce que j'évoquais, les confrontations avec les autres États. Donc des confrontations sous le seuil de la guerre ouverte. Pas obligé d'annoncer qu'on est en guerre, mais on peut déjà s'affronter malgré tout, quoi. La Russie est maîtresse dans ce domaine. Ils ont quand même fait la guerre à l'Ukraine, une vraie guerre à l'Ukraine. Ils ont engagé 6 bataillons blindés dans le Donbass sans le dire, sans l'avouer, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais voilà, donc ça, c'est les contextes dans lesquels on est aujourd'hui, dans lequel moi je me suis plongé
pendant ces dernières années, essayer de faire œuvre utile, que ce soit dans mes recherches historiques, où j'ai beaucoup travaillé sur la manière dont l'armée française, donc c'était ma thèse d'histoire, comment l'armée française s'était transformée pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'est l'exemple extrême que l'on a de transformation des armées, c'est-à-dire qu'on a quand même une organisation de 4 millions d'individus qui, en 4 ans, se transforment radicalement. L'armée française de 1918, ce n'est plus du tout celle de 1914. Vous prenez un sergent, un chef de groupe de 1918, vous transférez dans un régiment d'infanterie aujourd'hui, chef de groupe de combat, ce que j'ai commencé, c'est le début de ma carrière. En 1918, vous le transformez, vous le transportez, vous le téléportez aujourd'hui, il ne sera pas tellement perdu, quoi. Il va retrouver mes anciens camarades, là, et puis voilà, il va comprendre comment ça fonctionne, parce que ça n'a pas beaucoup changé en réalité. Vous prenez le même sergent, vous le téléportez 4 ans plus tôt, en 1914, il est complètement paumé. Il est complètement perdu, il ne comprend pas. D'ailleurs, sa fonction n'existe même pas. Le chef de groupe de combat, il a été inventé en 1917. Donc, il ne sait pas. Ça n'a rien à voir. Et donc, voilà, entre les deux, il y a une rupture majeure. Donc ça m'avait beaucoup interpellé. Comment cette armée avait-elle réussi, cette armée qu'on présente souvent un peu dans les clichés comme une armée, je reprends des termes de Churchill, de lions commandés par des ânes, où les choses ne changent pas, où on imagine on fait guerre de tranchées. Puis non, en réalité, ça évolue très très vite, et ça évolue très vite parce qu'il y a une circulation des idées, parce que on fait appel à des individus, quelques individus, de sorte d'intrapreneurs, d'une certaine façon, qui ont des projets et qui, comme le colonel Estienne, dit voilà, moi je propose de faire un engin avec des chenilles pour traverser les lignes de tranchées, de barbelés, pour neutraliser les mitrailleuses adverses. Bon, voilà, et on lui dit d'accord, voilà, en avant pour ton projet, et on lui donne des moyens. Bon, alors tout ça, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que si c'est le colonel Estienne qui propose ça, et pas, alors que c'est un problème de fantassin, quand on lui demande de faire, lui il est artilleur, mais c'est parce qu'il n'y a aucun fantassin qui a une formation technique à ce moment-là, par exemple, donc il ne pense même pas, quoi. Et Estienne, lui, est polytechnicien, il a une formation technique, et il a des contacts avec les industriels, donc lui il fait le lien entre l'avant et l'arrière. Mais des individus comme Estienne, vous en avez à peu près une dizaine dans différents secteurs, et qui, eux, vont porter la transformation matérielle de l'armée française. Voilà, donc des individus, vous avez plein d'idées qui remontent d'en bas, des améliorations. L'armée française de la bataille des frontières en août 1914, qui est un désastre absolu, se replie, et 2 semaines plus tard, sur la Marne, gagne la bataille de la Marne. Alors, il y a tout un tas de facteurs objectifs, mais au bout du compte, si elle l'emporte, c'est que ce n'est plus tout à fait la même armée, 2 semaines plus tard. Entre-temps, il y a eu énormément d'innovations internes. On a inventé plein de choses, et pas simplement des choses techniques. En réalité, il y a peu de possibilités en si peu de temps, mais on invente des nouveaux procédés, des nouvelles tactiques, des nouvelles manières de faire. Les capitaines qui commandent les batteries d'artillerie de 75, qui commandent à la voix, ils sont juste à côté, ils se rendent compte que s'ils commandent avec un téléphone, c'est mieux, ils sont plus près de l'ennemi, ils le voient, et avec une ligne de téléphone, ils donnent des indications aux canons qui sont loin derrière. Ça, c'est pas réglementaire. Mais il y a des gens qui ont eu cette idée, qui l'ont expérimenté avant la guerre, qui diffusent cette idée par des télégrammes, par des messages entre camarades de promotion, et on voit plein de gens aller chercher des câbles de téléphonique en Suisse, à Paris, etc. Et puis c'est équipe comme ça. Et vous avez plein d'idées comme ça. Voilà. Et donc vous avez tout un processus d'idées qui est capté par le grand quartier général, c'est-à-dire qu'on fait du retour d'expérience, ce qui est la base de toute évolution. Du bas vers le haut, on remonte des informations. Il y a des comptes rendus, chaque fois qu'on fait un combat, on fait un compte rendu.
et donc on a gardé ses habitudes. Et en même temps, on envoie des gens voir sur place ce qui se passe. Donc c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait 3 années où je faisais du retour d'expérience pour l'armée de terre. Donc c'est ce genre de choses qu'on faisait. Voir sur place ce qui se passe. Et à partir de là, on réfléchit et on redéfinit une doctrine. Pendant la Première Guerre mondiale, la doctrine, c'est un état de l'art. Hein. C'est à la fois un état de l'art et ce qu'il faut faire. Bon, elle évolue tous les ans. Avant la Première Guerre mondiale, elle évoluait en moyenne tous les 12 ans. On changeait les documents. Et là, pendant la guerre, c'est tous les ans. Donc, ce qui montre qu'il y a une accélération considérable du mouvement des idées. Et puis, on tolère aussi, dans l'armée française, qui est, comme en politique, une majorité, une opposition. C'est-à-dire qu'on tolère, il y a la doctrine, voilà, et on tolère qu'il y ait des gens, des généraux, qui disent, nous, on propose autre chose, quoi. Au lieu de chercher à percer la ligne de front, comme c'est la doctrine en 1915, il y a certains comme Foch qui dit c'est trop compliqué, il y a différentes lignes de position, on n'y arrive pas à tout percer, donc on va faire méthodiquement. Voilà. Et puis il y a d'autres qui disent, comme Pétain, ça ne sert à rien, on n'arrivera jamais à percer. Donc au lieu de s'obstiner dans un sens, on va multiplier les coups latéralement, mais ça va être plus long. Voilà. Et on tolère ça. Et en réalité, en 1915, effectivement, ça ne marche pas. Ce qu'on appelle l'attaque brusquée, ça ne marche pas. On donne la main à Foch. Il essaye sa méthode sur la bataille de la Somme. Ça ne marche pas. On essaye, entre-temps, quelqu'un comme Nivelle qui dit si, l'attaque brusquée, ça peut marcher. On a des moyens nouveaux. Ça ne marche pas. Et finalement, on fait appel à Pétain qui met en place une nouvelle doctrine qui, elle, fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Et là, vous avez globalement des ingrédients du bon fonctionnement, en réalité, d'une armée qui accepte les idées internes, qui accepte les idées de l'extérieur, qui réfléchit sur elle-même, qui réfléchit sur les autres, qui tolère les débats et la critique, c'est comme ça qu'on avance, et qui, une fois que les décisions sont prises, fait appliquer. Donc vous avez un processus, un cycle comme ça qui se met en place, où à la base, vous avez ce que j'appelle la pratique. C'est ce qu'on est capable véritablement de faire. C'est l'ensemble des savoir-faire d'une armée, on va dire ça, ou d'une unité de combat. Donc c'est un mélange de choses, hein. C'est un mélange d'équipement, c'est un mélange de méthodes, c'est un mélange d'organisation, c'est un mélange de façon de voir les choses. Mais tout ça, c'est très... comment dire ? C'est caché. C'est comme un iceberg. Parce que c'est dans les esprits, c'est dans les gestes, c'est surtout une somme d'habitudes. Voilà. Et donc, si vous voulez changer une armée, il faut changer des habitudes. Ce qui veut dire en détruire des habitudes pour les remplacer par des nouvelles. Pour ça, il faut passer par une phase d'explicitation. C'est-à-dire concrètement qu'il faut des gens qui écrivent, des gens qui disent voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et donc, il faut passer par l'explicitation. Et par le retour d'expérience, par tout un tas de choses qui remontent. Et puis là, on a une nouvelle vision des choses. Et vous noterez que ça part d'en bas. Quand on est face à des phénomènes nouveaux, ça part plutôt d'en bas, ceux qui sont en contact des réalités. Quand on est sur domaine connu par les gens d'en haut, ça partira plutôt d'en haut. Mais quand c'est nouveau, ça part de... Il faut toujours se demander qui a les meilleures perceptions des choses. Et une fois que ça part en haut, là on dit, ok, voilà ce qu'il faut faire. Et ça redescend. Et donc ce qui est écrit dans des manuels, dans des ordres, se transforme en gestes, en habitudes. Et donc ça prend du temps, on passe par des stages, des formations, etc., etc. Et là, vous avez tout le processus qui se met en place. Et avec cette particularité que vous avez, si on laisse faire les armées, elles feront que de l'amélioration, en gros. On dira, le boulon de 6, il est mieux que le boulon de 8. OK. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de boulons ? Alors ça devient une rupture, et ça devient plus compliqué, parce que là aussi, vous avez des enjeux. Je parlais des publics au niveau stratégique, mais en interne aussi, vous avez d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a l'ennemi, bien sûr, il y a la France, mais il y a aussi les voisins, il y a aussi les autres armes, il y a aussi tout un tas de choses. Moi qui ai travaillé dans le retour d'expérience pour l'armée de terre, je n'ai jamais publié quelque chose qui serait allé à l'encontre des intérêts fondamentaux de l'armée de terre. Ça, c'est la limite du système. Vous avez
un aspect corporatiste, on peut appeler ça comme ça, mais vous avez aussi des biais. Vous pouvez juger effectivement que vous avez une vision où vous allez mettre plus en avant les choses que vous connaissez et plus mettre en avant le rôle que vous avez en réalité. Parce que les autres, vous les connaissez mal. C'est juste un exemple. Quand je travaillais sur la guerre en Irak, la guerre américaine, je lisais 2 rapports faits en France par l'armée de l'air et l'aviation légère de l'armée de terre sur l'emploi des hélicoptères américains en Irak. Et avec les mêmes données, les gens de la LAT, donc des hélicoptères, disaient bah, regardez, les hélicoptères, c'est super. Ça marche vachement bien, c'est super intéressant en Irak. Bon. Et je regardais du côté des aviateurs. Les aviateurs disaient bah, c'est nul en fait, les hélicos, ça sert à rien. Regardez, bah, avec les mêmes chiffres, les mêmes données, les mêmes éléments. On va dire regardez, il faut des avions. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, l'institution aura du mal à imaginer des profonds changements internes. Voilà, parce que ça bouscule des équilibres. Bon. Et donc il faut un extérieur. Il faut un peu un extérieur interne, et ça revient à ce que je disais sur les oppositions internes. Donc il faut tolérer qu'il y ait des gens qui sortent de la voie et qui explorent d'autres domaines librement, qui disent voilà ce qu'on est en train de faire, la stratégie, enfin les méthodes que l'on emploie au Sahel, bah, c'est pas bon, on devrait plutôt faire ça. Voilà, donc il faut un espace de liberté interne, professionnelle, avec des gens qui connaissent le métier, qui connaissent les problèmes, des choses que par exemple les Américains font plutôt bien, que les Soviétiques faisaient d'ailleurs, c'est paradoxalement aussi plutôt bien. Mais aussi de temps en temps, il faut quelqu'un qui envoie la foudre et qui dise non, maintenant là on change. Et donc c'est souvent quelque chose de l'extérieur, c'est souvent quelque chose de politique qui va changer, dire voilà, on change fondamentalement de modèle. Typiquement, comme on parlait au début, De Gaulle, qui était un peu de la partie quand même, qui dit voilà comment on va s'organiser. Toute la difficulté que l'on a, notamment en France, c'est d'avoir des gens qui connaissent aussi un petit minimum le modèle. Et ça, c'est extrêmement difficile. Bien, mais vous avez là à peu près la manière dont fondamentalement les choses se font dans une armée. Et donc, dans mes travaux, que ce soit historiques sur la Première Guerre mondiale, c'est un peu la base de mon travail, que après j'ai étendu, que j'ai enrichi d'ailleurs avec une vision contemporaine des choses. J'ai passé 3 ans à étudier les conflits actuels au Moyen-Orient. Et donc j'ai pu confronter aussi les pratiques et la manière dont les choses évoluaient dans ces différents conflits. Et puis ensuite, j'ai pu aussi enseigner, particulièrement à Sciences Po, à Paris, sur la chance de pouvoir faire un cours sur l'évolution des armées à travers le temps. Comment les armées évoluent-elles ? Voilà. Et c'est depuis la guerre du feu jusqu'à aujourd'hui, à peu près. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une armée va s'adapter, va être capable de faire face à des chocs, face à des ruptures? Pourquoi est-ce qu'on va dans ce sens? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans ce sens? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a de l'inertie, etc., etc. Et donc, on a étudié un certain nombre de cas concrets. Et de tous ces travaux, et notamment de ces cas concrets, j'ai tiré une partie de ces travaux m'ont permis de réaliser S'adapter pour vaincre, où j'ai conservé fondamentalement toutes les recherches que j'ai faites sur la période moderne, à partir de la révolution industrielle, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'au début du XXIe siècle. Pourquoi cette période? Parce que c'est celle du changement. C'est-à-dire que c'est celle où, à partir du milieu du XIXe siècle, on s'aperçoit que les choses changent autour de soi. Ce n'est pas le cas avant. Avant, on baigne toute sa vie sensiblement de la même façon, en dehors des révolutions, des politiques, des choses comme ça. Mais dans le cadre militaire, on fait une carrière militaire tout le temps, globalement, de la même façon. Bon. Et ça induit tout un tas de choses. Ça induit que si l'avenir va être comme le présent, ce qu'il faut regarder, c'est le passé, quoi. Et donc, pendant très longtemps, on regarde vers le passé. Les modèles sont dans le passé. Les modèles sont romains, par exemple. Militaires sont romains. Et donc, on cherche un peu ce qu'il y avait de mieux dans le passé. Et puis, à partir du milieu du XIXe siècle, vraiment, parce que le futur apparaît.
apparaît, la notion de futur apparaît. Et on se dit, voilà, nos enfants ils vivront pas la même vie que la nôtre, les sociétés changent, la démographie en Europe explose, il y a des innovations techniques considérables tout le temps, il y a des choses qui apparaissent, la presse, l'opinion publique, il y a des évolutions politiques, l'évolution libérale, etc. Et donc voilà, on est en situation de transformation. Et c'est à ce moment-là, ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'on se retrouve avec des périodes qui se succèdent beaucoup plus vite, avec des gens qui eux-mêmes seront obligés de s'adapter aux évolutions, de se remettre en cause, ce qui n'est jamais facile, de s'adapter à des évolutions qui vont très vite. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que, pour le coup, apparaît la notion de doctrine militaire. Doctrine militaire, c'est l'état de l'art. À un moment donné, on s'arrête et puis on dit voilà ce qu'il faut faire. Donc j'ai commencé ce livre sur l'exemple de l'armée prussienne, qui est la première institution, à mon sens, moderne, qui a pris en compte le changement institutionnellement. C'est-à-dire que vous avez des individus qui vont apprendre à s'adapter, à faire évoluer l'organisation. Avec d'ailleurs cette particularité, pour les Prussiens ne font pas la guerre de 1815 à 1866, 1864 précisément, et ils ne font pas la guerre. Et donc, c'est leur truc, c'est comment s'adapter alors qu'on ne fait pas la guerre et que tout change. Voilà. Et donc, c'est eux les premiers à établir les choses de manière scientifique, à imaginer un front de substitution, une guerre de substitution par les jeux, par la simulation, par les grandes manœuvres, etc., par l'étude de l'histoire. Donc ils cherchent des faits d'expérience, et ils s'inspirent du développement des sciences expérimentales de l'époque, et à partir de là, ils définissent la doctrine à partir de cette réflexion, comme une doctrine scientifique, à une époque où on fait confiance à la logique inductive. On regarde les choses, on en tire des lois, on expérimente, ça marche, donc les lois sont éternelles. Ça c'est en science. On croit en science que les lois sont éternelles, puis ça va évoluer. Dans les armées, voilà, c'est les Prussiens, c'est l'état-major prussien qui, le premier, organise les choses, fait évoluer la doctrine, fait évoluer les structures, fait évoluer les choses de manière scientifique. Et ça va avoir des conséquences considérables. Et ce sera un modèle qui sera très imité et qui est d'ailleurs en partie imité. L'organisation de nos états-majors est encore fondée globalement sur le modèle prussien. Et ensuite, à partir de là, j'ai étudié l'exemple français que je vous ai exposé pendant la Première Guerre mondiale, et puis j'ai essayé de diversifier sur d'autres champs, celui d'évolution navale, avec un exemple d'organisation, la Royal Navy, qui elle doit faire face, la marine britannique, qui doit faire face à, et c'est assez contemporain comme problématique, à des grandes obligations avec de moins en moins de moyens. Et comment on fait pour s'adapter à un déclin général, et avec des moyens qui augmentent moins vite que le coût des équipements, par exemple, et leurs obligations. Un autre exemple, lui, dans le domaine aérien, où là, je me suis beaucoup intéressé à la dialectique, cette fois non plus forcément centrée sur une organisation, mais la dialectique véritablement, entre un projet qui est celui de bombardement stratégique, de campagne de bombardement contre l'Allemagne, qui sort de rien en réalité, c'est très conceptuel, et puis finalement qui va buter sur la dialectique. Ça aussi, c'est une particularité des armées, c'est que contrairement à une entreprise ou n'importe quelle autre institution, vous faites face à des ennemis qui vous veulent du mal et qui vont essayer de vous détruire. Vous n'avez pas des gens de Citroën qui vont aller ravager les chaînes de production de Renault. Dans les armées, oui, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui change quand même un peu les choses. Ce qui induit des logiques qui peuvent paraître paradoxales. Et c'est là c'est Edgar Morin qui faisait cette différence entre la programmation, où on planifie des moyens pour atteindre l'objectif, et la stratégie, où on fait la même chose, mais face à quelqu'un
qui fait aussi la même chose et qui va essayer de vous contrer par tous les moyens. Ce qui n'est pas du tout la même chose, donc ce qui va introduire beaucoup plus d'incertitudes. Et donc là, j'ai essayé d'exposer ça à partir de cet exemple des Britanniques et des Américains qui s'obstinent à poursuivre une campagne de bombardement stratégique sur l'Allemagne, et puis des Allemands qui tentent à chaque fois de s'y opposer par divers moyens, qui réussissent fondamentalement jusqu'à l'extrême fin de la guerre où tout craque. Et puis, parmi les autres exemples que j'avais choisis, il y a celui, à nouveau, de l'armée française, mais non plus face à un État comme une armée étatique comme la Première Guerre mondiale, mais sur la guerre d'Algérie, sur une organisation non étatique, donc en contexte complètement différent. Contexte de contre-insurrection, où là, cette fois, on n'affronte pas un État, mais on affronte une organisation armée. On n'est plus sur des lignes de front, mais on est mélangés, on est tous imbriqués. On fait la guerre au milieu des populations, où les populations elles-mêmes sont un enjeu, sont même l'enjeu principal. Et là, on est dans des logiques qui sont complètement différentes et qui sont là aussi qui collent beaucoup plus à ce que l'on fait depuis que des guerres proprement dites contre les États. J'ai étudié aussi le cas de l'arme nucléaire. Donc là aussi, vous avez un événement extraordinaire qui apparaît, qui change tout. C'est dans science-fiction, vous avez les fondateurs importants, qui s'appelle Fondation, justement, d'Asimov, où on décrit des gens qui font de la psychohistoire. Et il dit, voilà, il y a des lois dans l'histoire et qui font que, mécaniquement, on sait que les choses vont se dérouler de cette façon. Bon. Jusqu'au moment où arrive un personnage qui s'appelle le mulet, et qui, lui, il est tellement, il a des caractéristiques, il a des qualités, des pouvoirs tellement importants qu'il bouscule l'histoire. L'histoire ne se déroule plus de la même façon avec cette présence de cet individu, cet objet. Napoléon Ier est typiquement un mulet. L'histoire du monde n'est plus du tout la même avec ou sans Napoléon, très clairement. Mais là, le mulet qui apparaît à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'arme atomique. Là, d'un seul coup, on se retrouve avec quelque chose qui perturbe considérablement la manière dont on fait la guerre. Et je reviens à ce que je disais au début, on en vient même à une situation où le summum de la stratégie, ce sera d'arriver à éviter de faire la guerre, et voire même à se sacrifier pour des choses qui sont un peu bizarres, où on ne cherche même plus à gagner forcément sur le champ de bataille, mais à se sacrifier suffisamment pour pouvoir justifier d'employer l'arme nucléaire, par exemple. Ce qui était un peu la doctrine d'emploi lorsque j'ai commencé. Et donc, voilà, il y a des logiques nouvelles qui apparaissent avec cet élément. Et puis, je termine avec le cas de l'US Army, l'armée de terre américaine. Et là, la problématique qui m'intéressait, c'est comment on voit la guerre future. Ça revient à mes idées sur les hypothèses d'emploi. Comment on voit la guerre future et qu'est-ce qu'on fait réellement. Et ce qui est intéressant avec les Américains, c'est que ce qu'ils font réellement n'a jamais de rapport avec ceux qui les avaient anticipé de faire. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi ? Parce que globalement, pas dévoilé, mais ils imaginent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils souhaitent faire, en réalité, ce qui correspond à leur façon de faire, ce qu'ils font de mieux, ce qu'ils aiment, si tant est qu'on puisse aimer faire des choses à la guerre. Et à chaque fois, il y a la réalité qui s'impose à eux, et la réalité, la dialectique, des adversaires qui voient très bien les points forts des Américains qui ne vont pas du tout aller sur le même terrain qu'eux, etc., etc. Et donc, du coup, ils sont amenés à faire des choses qui sont toujours différentes de ce qu'ils font, et ce qui doit aussi nous interpeller. Et donc, au bilan, j'ai essayé de faire œuvre utile en ces temps où les choses changent très vite, où on est dans ce que Montaigne appelait une branloire pérenne, où on est dans un monde qui évolue très vite, pas simplement techniquement, au contraire, techniquement, les choses vont généralement plus lentement qu'on l'anticipe. Et ces ruptures que j'évoquais tout à l'heure, ce sont souvent des ruptures politiques. En réalité, ce sont des idéologies nouvelles, ce sont des choses, des religions, des visions. Il y a plein de choses dans le domaine politique qui perturbent complètement, qui peuvent perturber les choses.
1930, tout le monde est persuadé qu'on va vers la paix, quoi. Bon, voilà, vous avez le pacte Briand-Kellogg qui met la guerre hors la loi. Vous avez Norman Angell qui écrit une deuxième édition de La Grande Illusion. La première, il avait écrit en 1911, si je me souviens bien, où il disait la guerre est impossible parce que les économies sont interpénétrées. Bon, visiblement, il avait raté son coup, mais il écrit une deuxième version où il dit voilà, la guerre là est vraiment impossible. Il reçoit le prix Nobel de la paix, etc. Donc on fait la paix. Il y a les traités de Locarno avec l'Allemagne. Bon, on semble avoir normalisé les choses. Et là, 10 ans plus tard, la France est occupée par l'Allemagne, quoi. À peine 10 ans plus tard, quoi. Et donc, il faut se rappeler que nous courons forcément vers un mur, qu'il y aura une grosse rupture qui va arriver, alors peut-être poussée par la pression écologique, par des évolutions, on voit qu'il y a un lien avec les grandes évolutions économiques aussi, qu'est-ce qui va se passer, avec le rôle des États. On est dans une situation, si on affronte beaucoup d'organisations non étatiques aujourd'hui, c'est parce qu'on a des États faibles. On affronte, on se bat, les opérations que l'on fait, on mène à l'intérieur de pays où les États sont faibles et sont des guerres civiles en réalité. Si on se retrouve dans des contextes où les États retrouvent de la force, c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer, au moins pour certains d'entre eux, les choses vont peut-être changer, on ne sait pas. Ou au contraire, on va vers un plus grand fractionnement des États, on se retrouve dans une situation où la norme, ce sera complètement d'affronter des organisations armées, pas simplement religieuses, mais aussi des organisations. Peut-être, vous avez certains endroits où il suffit d'avoir de l'argent pour avoir une armée, dans des zones grises de la planète. Voilà, en Ukraine, au début du conflit contre la Russie, vous avez des bataillons qui ont été formés avec des cagnottes litchi, par du crowdfunding. Vous avez des oligarques qui se sont payés leurs propres bataillons, etc. Donc, voilà, quel est le rôle de l'État dans les dizaines d'années à venir. Ça aussi, c'est un rôle fondamental. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, on est une période de turbulence. Je pense que on est mal armé, je parle pour les armées françaises, je parle qu'on est plutôt, si on a une armée qui a beaucoup d'expérience, qui est excellente dans certains domaines, on est très vulnérable à des gros changements parce qu'on est devenu faible, enfin beaucoup plus réduit parce qu'on n'a pas de réserve, on n'a pas de montée en puissance. Et donc voilà, c'est quelque chose qui doit nous interpeller dès maintenant. Et donc, voilà, j'espère avoir fait un petit peu œuvre utile avec cet ouvrage. Et pour conclure, je dirais simplement que je remercie Christophe Paris pour m'avoir permis que cet objet, ce livre existe. Je remercie bien sûr les lecteurs du service historique de la défense pour leur intérêt pour cet ouvrage. Voilà, je suis très touché et d'autant plus flatté que les autres ouvrages étaient également tout à fait remarquables. Voilà, donc merci à tous. Voilà, l'honneur que vous me faites est à la mesure de mon plaisir. Je vous remercie.